Bonjour à tous, j'espère que ça va, que vous avez passé une bonne soirée. On va démarrer cette deuxième journée, on va parler de Spring Framework 6. Je introduis donc mon speaker, Stéphane, qui est notre Indiana Jones du Java. Donc je te laisse le floor. Merci beaucoup. Et bonjour à toutes et à tous. J'espère que la première journée s'est bien passée pour vous. Vous n'avez pas trop mal à la tête pour ceux qui ont été au bar. J'ai entendu dire qu'il y avait un bar hier soir. Personnellement, j'étais me coucher à 9 h. J'étais un peu fatigué. Alors, on va parler de Spring Framework 6. Vous avez peut-être vu sur un peu partout, ou bien même sur votre folio, là, qu'il y avait un 6.0. Qui était original de manière de base, c'était un peu ça dont je voulais parler, mais avec les évolutions ici des derniers mois, on est plus en train de se tourner vers déjà 6.1, et on va même parler à la fin, si j'ai le temps, de 6.2. Alors voilà notre agenda. Donc on va un peu parler de cette nouvelle release et de ce que ça nous donne comme opportunité en termes de baseline. Donc vous savez que Spring ne sort pas des versions majeures tous les 6 mois. C'est une opportunité pour nous vraiment de faire un peu du nettoyage et puis aussi s'assurer qu'on ne garde pas trop de dettes techniques derrière nous. Donc notamment quelque chose qui a été un peu controversé au début et puis on va en reparler puisque maintenant c'est relativement derrière nous. C'est de passer à Java 17 comme étant la version de base. Il y a le changement vers le namespace Jakarta. On va un peu parler de ça aussi, brièvement, parce que ça c'était pas spécialement très amusant. Et puis, on parlera des features de Spring Framework 6 et ce sur quoi on travaille pour l'instant. Alors, les timelines de support. Donc d'abord, qui n'utilise pas Spring du tout dans la salle? Je vois 3 mains, mais je suis un peu aveuglé. 4? Ok, super. D'accord. Bon, bah, j'espère que vous serez convertis à la fin. Non, j'aime pas quand les speakers disent ça. Donc, si vous aimez ce que vous faites, continuez à le faire, il n'y a vraiment pas de souci. Qui est toujours sur Spring Boot 2? Du coup, ceux qui utilisent, on a un 20%, 25%, ok. Plus j'attends, plus ça se lève, ok. Qui est déjà sur Spring Boot 3? Ouh, ok. Intéressant, très bien. Alors ça, c'est la timeline du support de Spring Framework. La ligne en pointillé, c'est plus ou moins aujourd'hui, à quelques jours près. Donc vous voyez qu'on va bientôt arriver en 6.1. Donc la partie en bleu, c'est ce qui indique une version qui n'est pas encore disponible. Vous voyez que c'est tout proche, hein, puisque c'est pour le mois prochain. Et vous voyez que la timeline de 5.3, elle est quand même assez généreuse. En vert, le support open source, et en jaune, le support enterprise. Donc vous voyez que vous avez encore un peu du temps au niveau framework pour vous adapter. La raison pour laquelle c'est plus généreux, vous allez le voir, que pour Spring Boot, parce qu'on considère qu'il y a pas mal d'entreprises qui construisent des frameworks au-dessus de Spring Framework, qui ne sont pas nécessairement encore passés à Spring Boot et puis qui ont besoin d'un peu plus de temps pour s'adapter aux nouveaux contrats. Donc l'idée, c'est de fournir du temps pour que ces entreprises puissent s'adapter et migrer éventuellement. Alors par contre, pour Spring Boot 2, Spring Boot, pardon, du coup, c'est un peu la photo est un peu différente. Vous voyez que le vert là, il commence à être sur la fin, ça rogne. Hein. Donc, si vous n'êtes pas au courant de ça, mois prochain, pardon, la Spring Boot 2 n'est plus supportée en open source. Donc, il n'y aura plus de fixe de CV, de CV et compagnie. Et là, on a encore une fois un support plus généreux en entreprise pour ceux qui le souhaitent. Et comme pour Spring Framework, on a donc Spring Boot 3.2 qui arrive le mois prochain également. Pour rappel, si vous n'avez pas encore suivi tout ça, on s'est aussi un petit peu adapté au niveau release, un peu comme le JDK, hein, puisqu'en Spring Boot, on release 2 fois par an une feature release. C'est pour ça que les chiffres ne correspondent pas. Et Spring Framework, c'est 1 fois par an. Donc Spring Framework, c'est 1 fois par an en novembre, et Spring Boot, c'est 1 fois en mai, 1 fois en novembre. Alors pour ceux qui n'ont pas encore upgradé à Spring Boot 3, là, donc c'est vraiment le moment, là, il faut y aller. Donc ici, quelques petits tuyaux pour vous aider à faire ça. D'abord, upgrader à la dernière 2.7 pour être sûr d'être vraiment sur la cible de la migration. Migrer à Java 17. Qu'est-ce qui utilise encore Java 8 ici? Cette question fait toujours rigoler une série de personnes. Je ne sais pas s'ils rigolent ou s'ils pleurent intérieurement. Difficile à dire. Ok, d'accord, donc 10%.
Donc migrer à Java 17, n'attendez pas de faire tout en un coup. Rappel, c'est si vous rassemblez trop de tâches dans une tâche de migration, ça va foirer et ça va être hyper frustrant. Donc essayez vraiment de découper, quoi. Donc, Spring Boot 2.7, la dernière version supporte Java 17 et 21, donc vous pouvez même migrer à 21 si ça vous chante, en restant sur Spring Boot 2. Puis une fois que tout est d'équerre et que voilà, vous avez votre application qui fonctionne comme vous le souhaitez, ben là vous passez vraiment sur la migration du code lui-même. Il y a des petits tuyaux comme ce blog post qui date de l'année passée, donc pour certains d'entre nous ça fait 10 ans, mais il y a toujours pas mal d'informations utiles dans ce blog post pour vous aider à upgrader. Et leur dernier petit conseil, ne faites pas un gros jump d'upgrade, par exemple entre 2.7 et 3.1, ou bien pire, 2.4 vers 3.1 en un coup, parce que ça va être encore pire que de rassembler ça avec l'upgrade de Java, puisque chaque version de Spring Boot, avec sa gestion des dépendances, amène des nouvelles librairies open source. Et donc vous allez être amené à être aussi potentiellement affecté par l'upgrade de ces librairies. Donc faites-le d'une feature release en feature release, et vous avez un migration guide dédié. Donc vous voyez les deux liens ici pour 3.0 et 3.1, mais si vous êtes toujours sur 2.x, il y a également la même infrastructure sur le wiki de notre projet GitHub. Alors, le mois passé, JDK 21 est sorti. Donc maintenant, vous vous retrouvez dans vos applications Spring avec deux versions d'LTS à choisir, 17 ou 21. Il y a pas mal d'améliorations en termes de performance en 21. Il y a notamment aussi le support des virtual threads, on va en parler tout à l'heure. Donc c'est vraiment un moment assez intéressant, je pense, pour les développeurs Java, avec plein de nouvelles fonctionnalités dans le JDK qui arrivent, et il y en a encore plus dans le pipe avec le plateforme groupe Java qui bosse sur des choses intéressantes, notamment le projet Leiden, dont je mentionnerai, si j'ai le temps, brièvement ce qu'on fait avec eux. Donc voilà, donc, nous ce qu'on fait, on traque un peu tout ça. Donc ça c'est le CI pour Spring Boot 3 ou Spring Framework 6, je ne me souviens plus, où on traque 17 et 21. Et évidemment, ça devient un petit peu plus compliqué quand on parle de 2.x, puisqu'on teste 8, 11, 17 et 21. On s'arrête là, hein. En 2.x, on ne va pas commencer 22, 23 et compagnie. Donc 21, c'est vraiment la fin pour vous aider à migrer et passer à la génération suivante. Alors, un autre grand changement qui nous occupe ici dans cette nouvelle version du framework, c'est l'upgrade à Jakarta II, donc qui, en termes pour vous, en tout cas pour 9, a absolument zéro impact, si ce n'est de devoir changer vos import statements de Javax vers Jakarta. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu pénible, je pense, pour la communauté, puisqu'il n'y avait pas 36 manières de gérer la migration. Certaines librairies ont choisi une optique de réécrire les import statements avec un plugin, ou bien d'offrir des transformations ou autres. Nous, on a plutôt opté pour la solution d'utiliser la version majeure comme étant un signal fort. Donc ça veut dire que Javax, les apports Javax et ce qu'on appelait auparavant Java EE, c'est réservé à Spring Boot 2, Spring Framework 5. Et Jakarta et les upgrades dans le futur, c'est Spring Framework 6, Spring Boot 3. Encore un élément peut-être pour vous convaincre à migrer, si ce n'est pas encore le cas, si vous n'êtes pas encore convaincu, c'est que toutes les librairies qui sont encore sur Java EE vont arrêter de fournir des versions de maintenance. Donc je pense notamment au servlet container, je pense notamment à Hibernate et à d'autres librairies de ce goût-là, qui vont finalement, elles, se focaliser essentiellement sur Jakarta et offrir des nouvelles fonctionnalités dans ce namespace-là. Techniquement, en pratique, même si la baseline est 9, on offre 10, puisque 10 qui a été réalisé l'année passée, je pense, ou l'année d'avant encore, offre quelques nouvelles fonctionnalités. Et on est en train de travailler sur Jakarta II 11, qui devait sortir ici en janvier. Mais apparemment, il y a un retard, donc ce serait pour juillet maintenant. Donc on essaye de voir comment est-ce qu'on va s'intercaler là-dedans pour que ce soit le plus simple pour vous.
L'upgrade en tant que tel pour Spring Boot ou l'écosystème Spring n'a pas été extrêmement compliqué. Par contre, Spring Boot, vu le nombre de dépendances qu'il gère, là ça a été un peu plus sportif puisqu'il y a toute une série de librairies open source qui ne supportaient pas Jakarta. Donc on a dû enlever le support dans les milestones de Spring Boot 3 et puis essayer de travailler avec la communauté pour que ça avance. Mais aujourd'hui, là où on en est actuellement, on est vraiment très satisfait puisque l'énorme majorité des librairies qu'on supportait sont maintenant sous Jakarta et de nouveau supportées dans Spring Boot comme avant. Il y a vraiment quelques toutes petites exceptions à la règle pour des librairies qui étaient déjà un peu sur le déclin, donc ça ne devrait pas vous impacter outre mesure. Ok, donc migration en Spring Framework 6, vous devez passer à Java 17, Jakarta AI. Voilà, le passage à Java, ça dépendra un petit peu de votre IT et de voir si vous allez convaincre quelqu'un qui n'a rien à voir dans l'histoire, de savoir si vous allez pouvoir le faire ou non. Mais j'ai confiance en vous, vous allez y arriver. C'est très important, évidemment, pour pouvoir continuer à bénéficier des dernières fonctionnalités. Alors, un des grands thèmes de Spring Framework 6, c'est le support des images natives avec AOT. Qui est-ce qui a déjà utilisé GraalVM et Native Image avec Spring? On a des petits frileuses. J'ai même pas 5%. Okay. Qui est-ce qui sait ce que c'est GraalVM? Ça, c'est différent. D'accord. Donc, c'est généralement connu, mais pas encore utilisé. Donc, on s'attend effectivement à ce qu'il y ait une niche d'utilisateurs qui soient intéressés par cette technologie-là. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de vous offrir le maximum d'options possibles. Bon, donc si ça ne vous intéresse pas, vous allez l'ignorer gentiment, ce n'est pas un souci. Et puis si ça vous intéresse, il y a des choses à investiguer dans cette nouvelle version. Alors pourquoi est-ce que vous voudriez essayer Native ou utiliser Native dans vos applications? Il y a évidemment l'argument principal qui est le scale to zero, le fait que vous avez un démarrage de l'application qui est quasiment instantané. Donc ça c'est vraiment très très bien pour réduire la consommation de ressources et de ne démarrer finalement des instances que quand vous en avez besoin. C'est aussi un excellent cas d'utilisation pour les outils en ligne de commande ou des choses là où Go pouvait potentiellement être beaucoup plus intéressant. Là, vous avez la possibilité de réutiliser vos connaissances Java et Spring pour construire ce genre d'application au lieu de devoir apprendre Go, qui pourrait être potentiellement un peu perturbant. Il n'y a pas de warm-up, donc vous avez peak performance immédiatement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de JIT, on analyse un code pass, on se rend compte qu'il est chaud et on l'optimise. Ces choses-là sont faites au build time. On a moins de consommation de ressources, évidemment, ça c'est vraiment très intéressant. Et quelque chose qui est peut-être un peu moins connu, c'est le fait d'avoir une meilleure sécurité. Pensez par exemple à des trous de sécurité récents où vous passez un paramètre et ça va désérialiser une classe qui n'est pas censée désérialiser. Vous allez pouvoir appeler quelque chose sur le class loader, par exemple. Vous allez pouvoir invoquer une commande ou vous allez pouvoir, peu importe, quelque chose qui n'est pas vraiment prévu à la base pour et que le trou de sécurité exploite. Avec une image native, ce n'est pas vraiment possible parce que toute cette flexibilité au runtime doit être explicite. Donc si vous voulez par exemple désérialiser une classe, il faut explicitement le dire. Et si elle n'est pas incluse dans la liste, simplement ce ne sera pas possible parce que la classe n'existera pas dans l'image. Donc il y a un intérêt au niveau sécurité aussi, et puis le fait que les unités de déploiement soient plus compactes, ça permet vraiment d'optimiser les ressources à tout point de vue. Alors quelques cas d'utilisation. Si vous avez un monolithe ou si vous avez une application que vous redéployez 20 fois par jour, c'est peut-être pas super le cas d'utilisation. Parce que les temps de build sont potentiellement longs, puisque la transformation et l'analyse au build time, je vais en parler dans une minute, ça consomme de la mémoire et c'est assez intensif comme opération. Donc ça, c'est vraiment le penchant peut-être plus négatif sur tous les avantages que j'ai cités avant. Donc le support natif, c'est pas vraiment quelque chose de neuf côté Spring, puisqu'on bosse là-dessus depuis 2018, je pense. Donc ça fait un bon bout de temps et on avait un projet expérimental qui a attiré quand même pas mal de monde, beaucoup de gens qui étaient intéressés de voir vers où on irait, etc. On a exploré plusieurs options dans ce projet-là, avec des choses un petit peu faux-folles.
qui nous ont amené finalement à la solution qu'on a dans Spring Boot 3 et Spring Framework 6, dont je vais vous en parler dans une minute. Alors, comment est-ce que ça marche? De manière hyper simplifiée. Donc, si vous êtes un expert de GraalVM, ne levez pas les yeux au ciel. L'idée ici, c'est vraiment de simplifier au maximum pour décrire en gros ce que ça fait. Donc, GraalVM propose un binaire qui s'appelle Native Image. Ce binaire, ce qu'il fait, c'est que vous lui donnez votre classe path et votre classe main. Donc, en gros, le contenu de votre application, si vous voulez, et il exécute votre application. Alors, je fais ce signe pour indiquer qu'il va aller dans les différents chemins d'exécution de votre application, mais sans effectivement créer des instances. Donc, il va analyser les différents chemins de votre application. Il va, par exemple, déterminer que dans les librairies que vous avez ajoutées dans votre classe path, il y a toutes ces classes X, Y et Z qui ne sont jamais utilisées, et il peut déterminer au build qu'elles ne sont pas utilisées. Donc, il va les enlever, ce qu'on appelle le tree shaking. C'est-à-dire qu'il va tout ce que vous n'utilisez pas, en fait, tout ce que vous n'appelez pas effectivement, il va l'enlever. Donc c'est comme ça aussi qu'on atteint des niveaux de performance en termes de taille d'image et de consommation mémoire. Donc il va effectuer cette analyse, et cette analyse, elle n'est évidemment pas parfaite. Donc il y a tout un cadre d'utilisation qui nécessite un petit peu plus de flexibilité en termes de class loading, de réflexion, de chargement de ressources. Il ne va pas être capable de voir, simplement en analysant le code statiquement, que vous voulez par exemple instancier mon service, parce que c'est caché derrière 3 niveaux d'indirection. Et donc à ce moment-là, il faut lui donner, il faut lui apprendre qu'il y a des choses qu'il n'a pas vues pour que l'application puisse s'exécuter. Donc un cas typique dans Spring, vous l'imaginez, vous avez vos bins à noter avec le conteneur qui va faire l'injection de dépendance, etc. Ce mécanisme qui est hautement dynamique, GraalVM ne va pas nécessairement comprendre ce mécanisme, et donc il faut lui donner des informations. Les informations, c'est les métadatas, là dans le bas du slide, qui consistent en un document JSON qui en fait définit les choses que GraalVM n'a pas vues. Donc par exemple, je veux appeler un constructeur par réflexion, je veux appeler une méthode par réflexion, je veux charger une ressource depuis le class path, je veux sérialiser un objet en utilisant la sérialisation Java, ou je veux créer un proxy JDK. Voilà, il y a une série de choses où il faut lui donner cette info, quoi. Alors, Spring, comment est-ce qu'il fait dans tout ça? Comment est-ce qu'il s'adapte à cet outil? Alors, il y a, comme vous le savez, utilisateurs de Spring, moins les 4-5 qui ne l'utilisent pas encore, il y a une fonctionnalité hautement dynamique, la possibilité vraiment de pouvoir faire des choses qui ne sont vraiment pas possibles d'être définies de manière statiquement. Et donc, du coup, nous, on doit s'adapter à ça. Alors, il y a deux moyens, il y a vraiment deux grands thèmes qu'on peut explorer. Le premier, c'est de couper ces fonctionnalités qui sont hautement dynamiques, donc les restreindre, ou bien, si on les détecte, de jeter une exception pour éviter qu'elles soient utilisées, et générer en fait une version simplifiée ou hautement optimisée, ça dépend un peu comment vous voulez le voir, de votre configuration, donc de vos différentes classes de configuration, de vos bins, la manière dont ils interagissent, etc. Et donc vraiment de générer une structure qui est hyper simplifiée et que GraalVM peut comprendre de manière native, si j'ose dire, utiliser cette petite blague. Ça, c'est la première manière. La deuxième manière, c'est de rien faire de tout ça, garder toutes les fonctionnalités et de donner un maximum de métadonnées, donc de dire cette classe va utiliser la réflexion, là on va utiliser la réflexion, là on va charger une ressource, et vraiment d'être sûr qu'on couvre tout, et donc peut-être même d'être un peu trop exhaustif par rapport à ce qui est effectivement utilisé. Alors on ne fait ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Parce que dans le premier cas, on va enlever des fonctionnalités que Spring vous offre, et vraiment notre but, c'est pas ça. Notre but, c'est au maximum ce que vous avez l'habitude d'utiliser, de pouvoir continuer à l'utiliser de manière native. Donc c'est une piste qu'on a explorée, mais on n'a pas été vraiment jusqu'à ce point-là. Dès qu'on devait commencer à supprimer des fonctionnalités, voilà, c'était pas vraiment ce qu'on voulait faire. L'autre piste, on l'a explorée avec Spring Native pas mal, donc de fournir énormément de métadonnées, mais ça a un impact négatif sur la performance, puisque au plus vous donnez des métadonnées, au plus l'image grandit, et au plus la consommation mémoire grandit. Puisqu'il y a un lien direct en fait entre la taille du binaire et la consommation mémoire qu'il utilise. Donc ce qu'on fait en fait, c'est qu'on a une approche hybride.
ce qu'on peut vraiment déterminer de manière statique, raisonnablement, sans perte de fonctionnalité, on va le générer de manière optimisée, et pour les choses qu'on ne peut pas, on va générer des métadonnées. Donc on fait un peu les deux, et on offre une API pour les deux parties. C'est-à-dire que si vous avez une librairie que vous voulez supporter avec Native et avec Spring, vous avez la possibilité de pouvoir justement effectuer ces optimisations de la même manière qu'on le fait, donc de générer des ins supplémentaires, potentiellement générer du code supplémentaire, même si ce n'est pas vraiment le but premier, comme on va le voir dans la démo après. Donc concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? On a une nouvelle phase au build, puisque comme vous le savez, AOT, Ahead of Time, en avance de phase, c'est quelque chose qui se passe à la compilation au niveau du build. Native Image va inspecter votre code et produire un binaire natif. Il y a ce même mécanisme en avance de phase de Native Image qui consiste à optimiser votre application Spring. Donc on a avec nos plugins Spring Boot habituels pour Maven et Gradle, il y a des nouvelles tâches qui vont inspecter votre application context, d'optimiser, générer une version optimisée pour les cas d'utilisation qu'il a pu détecter et générer des métadonnées pour ce qu'il n'a pas pu détecter. Ou en tout cas, ce qui n'a pas pu vraiment être sûr que ça allait être utilisé de cette manière-là. Et donc, du coup, c'est assez similaire en fait à ce que Native Image fait. En sortie de ça, qu'est-ce que vous avez? Vous avez du code, des métadonnées, comme je l'ai indiqué, un petit peu des classes. Pourquoi? Parce que tout ce qui est proxy CGlib, on les crée au niveau du build. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt de le faire au runtime. Ça nous force d'embarquer CGlib dans l'image natif et ça, voilà, au niveau performance, c'est pas terrible, quoi. Donc on crée les proxys CGlib au build. Donc source code, metadata, classe, on compile le source code forcément et on met tout ça dans le jar de votre application. Donc ça veut dire que ce jar-là, il est AOT ready, en gros. Puis en sortie, vous avez vraiment deux choix. Enfin, il y en a trois en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai enlevé le troisième. Soit vous utilisez Native Compile directement, donc ça c'est le plugin d'Oracle qui invoque GraalVM. Et donc l'application qui va être optimisée, ce n'est pas votre application avec vos classes de configuration, etc., mais l'application qui a été optimisée par Spring AOT. Vous pouvez exécuter cette application-là sur la JVM, j'y reviendrai après, qui offre quand même pas mal d'intérêt en termes de performance, même si pour le moment le gain est environ de 15%, donc il n'est pas énorme, mais on va travailler dans 6.2 sur ce thème-là. Et puis pour le dernier, c'est BuildPack, qui a une implémentation native. Donc vous pouvez appeler boot build image, qui va créer une image native. Donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin de GraalVM, vous n'avez pas besoin de le faire sur votre machine. Potentiellement, ça peut se faire sur CI et avec l'architecture CPU dont vous avez besoin. Alors, si vous voulez tester ça, start.spring.io, dans les dépendances, il y a un truc qui s'appelle GraalVM Native Support, merci le mémo. Et ça, ce que ça va faire, c'est qu'il n'y a pas énormément de choses qui vont changer. Pour un projet Maven, ça ne va strictement rien faire, à part dans le helpmd, vous allez avoir quelques infos sur comment démarrer, quelle version de GraalVM je dois installer, quelle commande je dois exécuter, etc. Parce que le parent qu'on propose dans Spring Boot, du coup, il a un profil supplémentaire qui s'appelle Native, que vous pouvez activer pour justement pour utiliser ces Spring AOT et Native Image. Pour Gradle, c'est un peu différent. Gradle réagit à la présence du plugin d'Oracle. Et donc, ce que fait start.spring.io lorsque vous sélectionnez cette entrée, c'est qu'il va ajouter le plugin, ce qui fait que AOT va être automatiquement activé. Alors, on va un peu regarder du code, du coup. J'ai une application ici qui n'est pas très intéressante et que je pense que j'ai déjà compilée. Je pense. Oui. Voilà. Donc ça, c'est du code généré. Donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Hein. Donc vraiment de simplifier le boulot au maximum pour Native Image, où l'entièreté des bins qui ont été détectés vont être générés en code. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les conditions sont évaluées, c'est-à-dire que
c'est quand même on sait dans quel environnement cible on va, puisque Native Image a cette notion de closed world assumption, donc le fait que vous ne pouvez pas commencer à ajouter dynamiquement des choses, donc ça fait vraiment partie des contraintes que GraalVM propose. Et donc du coup, nous on s'aligne là-dessus. Donc on va évaluer les conditions, on va générer les bins qui sont effectivement produits pour cette application-là en fonction du ClassPass, en fonction de vos configurations. Donc vous voyez ici que voilà, tout simplement les bins sont... vous voyez ici par exemple un bin avec un proxy CGLib qui a été créé au niveau du build. Et le proxy, il doit être là quelque part, donc le voilà. Et lui, il est dans les classes. Donc ça, c'est vraiment ce que ça propose. Donc une fois qu'on a ceci, qu'est-ce que j'ai? Moi, je dois avoir un truc ici quelque part, non? Où suis-je? Projet. Service. Non, certainement pas. Ah ah! Je n'ai donc rien ici. Ok, donc j'ai fait un clean, donc il faut qu'on reparte. Vous allez voir un peu ce qui se passe lorsque Native Image process. Ça peut être un assez bon exercice d'ailleurs. Ça a été trop vite, on ne l'a pas vu. Ah, ok, il était à jour. Bon, on n'a pas vu malheureusement la tâche Process IoT parce qu'elle était à jour, il n'y a pas eu de changement de code depuis. Mais ce que vous verrez, c'est en fait la bannière Spring Boot. Donc ça donne un peu l'impression que votre application est en train de démarrer, c'est un peu bizarre. Mais c'est le même système qu'avec Native Image. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on exécute votre application avec un mode particulier qui fait le parsing de vos classes de configuration, l'évaluation des autoconfigurations. Et puis, une fois qu'il a le modèle, et pas les instances, mais le modèle des bins, il va générer du code. Donc ça veut dire que vous n'avez pas d'instance qui est effectivement créée, mais l'entièreté du modèle qui lui est définie. Alors, où est-ce que j'étais, moi? Donc voilà, vous avez une application avec un Tomcat et tout ce qu'il faut qui démarre en 0,05 secondes. Donc c'est assez intéressant en termes de scalabilité. Donc voilà, c'est quelque chose que je vous invite à tester si vous avez ce genre de besoin. Donc ça, c'est la première grande fonctionnalité dans la nouvelle version du framework. Elle a été transverse, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement en travaillant dans Spring Framework et dans Spring Boot qu'on s'en est sorti, puisqu'on a construit le moteur IoT, on l'a construit avec les cas d'utilisation des autres modules du portfolio Spring, qui avaient des cas d'utilisation un peu barrés, ou bien des trucs qu'on ne se rendait pas vraiment compte que c'était possible de faire, parce que l'historique du projet veut que, et la flexibilité du contexte fait que, il n'y a pas une liste exhaustive de la manière dont les interactions peuvent se faire. Maintenant, on l'a évidemment, puisqu'on l'a vécu de manière peut-être un peu pénible à certains moments. Mais donc les projets ont évolué pour s'aligner et pour rendre l'outil plus mature. Si vous l'utilisez et que vous trouvez quelque chose qui ne fonctionne pas, je vous invite vivement à reporter le problème. Ça permettra d'améliorer le moteur pour tout le monde. Au début, on avait des utilisateurs un peu avancés, foufou, qui se disaient « Ah, ça ne marche pas, donc je vais implémenter de la génération de code pour que ça fonctionne. » Ne faites pas ça, évidemment, parce que si vous le faites, vous allez potentiellement passer du temps à résoudre un problème qui est d'application pour d'autres. L'autre grand thème qui est, lui, transverse aussi, c'est l'observabilité, que vous connaissez sans doute déjà avec Micrometer, dans Spring Boot 2 et Spring Cloud Sluice pour ceux qui l'utilisent pour le tracing. Qui est-ce qui utilise Spring Cloud Sluice? Distributed Tracing. Ok, peu de personnes. D'accord, intéressant. Donc, dans la génération précédente, c'était vraiment deux choses qui étaient séparées. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une task force et de reconsolider tout ça au niveau de la base. C'est ce qu'on a fait. Donc, on a Micrometer a eu des nouvelles fonctionnalités pour notamment un nouveau module qui s'appelle Observability, Micrometer Observability, je pense,
qui lui fournit vraiment la stack entière, donc les métriques, le log et les tracing, donc qui offre une API de base que les autres modules peuvent utiliser pour implémenter des observations. Mais on va y revenir avec les différentes options qu'on a sur la table. Donc, quelle stratégie on a pour finalement implémenter de l'observabilité dans une app? Il y a vraiment 3 grands thèmes. Le premier thème, c'est d'utiliser un agent Java, un agent de la JVM, qui va venir intercepter en fait vos appels et générer les observations qu'il faut. C'est peut-être pas hyper naturel, mais un agent JVM, ça fonctionne pas avec Native, parce qu'il n'y a pas de bytecode dans Native. Et donc du coup, pour nous, c'était pas du tout une option envisageable, parce qu'on travaille sur un thème principal, et puis le deuxième thème, en fait, est incompatible avec le premier, ça la fout mal. Donc ça, c'est une option vraiment qu'on exclut dès le début. La suivante, c'est d'avoir vraiment toute une série de points d'extension publics et d'avoir extérieurement une librairie qui implémente les différentes observations. Donc, par exemple, si vous pensez au support JMS dans Spring Framework ou le support de Kafka, par exemple, on ouvre quelques API dans Kafka ou dans JMS pour que quelqu'un d'autre puisse venir implémenter ce qu'il faut et démarrer le timer au bon moment. C'est ce qu'on fait avec Spring Boot 2 et Spring Framework 6, et ça s'est avéré être assez pénible, parce qu'on se retrouve à ouvrir des contrats publics pour des choses qu'on n'a pas nécessairement envie d'ouvrir, juste pour le but d'avoir un autre outil ou un autre module dans le portfolio qui puisse utiliser cette interface. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'aime pas trop, d'ouvrir des internals quand on ne le doit pas. Donc la troisième option, c'est vraiment que l'observability soit implémentée dans le projet lui-même avec une API de base. Pensez un peu comme une API de log en fait, comme SL4j par exemple. Un truc vraiment tout simple qui permet de définir les métadatas et puis derrière, il y a un outil qui prend tout ça en compte. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Donc du coup, on se retrouve avec des métriques, des logs distribués et des traces distribuées. Tout ça intégré sur l'entièreté du portfolio. On est toujours en train d'implémenter certaines observations. Donc, par exemple, ici, dans 6.1, on a ajouté support de JMS, etc., qui n'était pas dans 6.0. On continue à bosser dessus, donc ce n'est pas encore à parité. Mais évidemment, comme ça a été revu en profondeur par toutes les équipes, il y a une certaine harmonisation qui s'est faite et qui est de bonne aloi pour vous. Alors, si vous voulez créer vos propres observations, finalement, c'est ce qu'on fait nous ici. Le code là, c'est le code qu'il y a dans le framework et que vous pouvez utiliser aussi, que ce soit dans vos composants, que ce soit si vous avez une librairie tierce ou peu importe. Donc voilà, c'est le genre d'API qu'on propose où, en gros, vous avez une lambda et c'est elle qui va gérer les différents aspects de timer, etc. Donc ça, ce que j'ai couvert jusqu'à présent, c'est 6.0. qui est disponible depuis l'année passée. Rappel 6.1 qui sort ici dans un mois, plus ou moins. On est à l'RC1 pour le moment. Donc c'est tout proche. Ça va arriver dans quelques semaines. Qu'est-ce qui a déjà entendu parler du Project Loom, des Virtual Threads? Ok, d'accord. C'est du niveau de GraalVM++, quoi. Donc Spring Framework 6.1 a ajouté le support pour Virtual Threads. Donc rappel, quelle est l'idée? L'idée c'est qu'un thread plateforme, c'est relativement coûteux puisque ça a un call stack. Donc ça a une consommation mémoire. Le fait de le créer et puis de switcher de l'un à l'autre, c'est relativement coûteux. Donc l'idée c'est de permettre à des applications bloquantes de pouvoir justement utiliser des threads sans ce coût-là. C'est ce qu'on appelle les threads virtuels. C'est un très très bon cas d'utilisation pour les applications MVC qui utilisent par exemple une interaction avec une base de données, parce que ça va permettre en fait de scaler. Le nombre de threads sur une plateforme est limité. Au niveau virtual thread, vous n'avez pas cette limitation, donc ça vous permet en fait d'avoir beaucoup plus de choses qui attendent de manière concurrente le retour de la base de données. Ça a été implémenté au niveau du portfolio de manière assez uniforme. Dans Spring Boot 3.2, qui sort lui aussi le mois prochain, vous avez la possibilité de l'activer, d'activer le support pour les virtual threads. Il y a une option toute simple.
Et avec ça, donc ça va configurer Tomcat, ça va configurer le scheduler de service ou le task executor en fonction de ce que vous utilisez automatiquement pour utiliser le virtual thread. Donc de votre point de vue, c'est assez simple. Normalement, il n'y a pas de changement de code qui est prévu de votre côté. Bon, ça dépend un peu à quel point vous utilisez thread locals et synchronize. Si vous utilisez synchronize beaucoup, ben alors là, vous faites ce qu'on appelle piner sur le plateforme thread. Et donc là, ben, ça c'est potentiellement problématique, quoi. Donc revoir votre code pour l'utilisation des synchronize, c'est vraiment le point le plus important. Support pour Tomcat et Jetty. Donc voilà. Petit problème avec ça, c'est l'utilisation d'un client HTTP bloquant. Ça nous appelle REST template. Qui utilise REST template ici? Qui a vu la note dans la doc de framework qui disait qu'il était en mode maintenance? Beaucoup moins de mains. D'accord. Donc pourquoi est-ce qu'il y a cette note dans 5.0? C'est dans 5.0? Je crois que c'est dans 5.0, donc c'est encore une version avant. Oui, c'était dans 5.0, donc déjà il y a un petit bout de temps. L'idée c'est que REST template, bah, c'est une API qui a 15 ans, qui avait 15 ans à l'époque où on a mis le maintenance, maintenant on en a 20, qui a énormément de méthodes, donc il y a un overload de méthodes qui est assez impressionnant. Si vous regardez la Javadoc, vous allez voir des get for avec 36 options. Et donc ça rend finalement son extension assez compliquée. Donc on a vraiment décidé de le mettre en pause et surtout de favoriser Web Client qui a été introduit dans la génération encore avant de Spring Framework, qui lui vraiment offre toute une série d'options en termes d'asynchronicité et de back pressure, etc. et de buffering. Donc il y a plein de choses que REST template ne sait pas faire correctement que Web Client fait. Et donc il y a eu un peu un mixed feelings au niveau de la communauté. Il y a pas mal de personnes qui voulaient continuer à utiliser le REST template et pas changer à Web Client. Aussi beaucoup de personnes qui ne voulaient pas embarquer le client Netty pour utiliser Web Client. Et donc avec Loom, ça rend encore les choses encore beaucoup plus pertinentes. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a bossé là-dessus. On a une nouvelle version du client qui s'appelle REST Client, qui utilise REST template dans son implémentation, c'est-à-dire que toute config en termes de vos converteurs, votre gestion des exceptions, tout ça, ça fonctionne automatiquement puisque ça utilise le REST template que vous avez configuré en interne. Et ça offre cette API Fluent qu'on connaît dans Web Client, donc qui va nous permettre de pouvoir l'étendre de manière beaucoup plus facile qu'avec 35 méthodes dans une seule classe. Et voilà, donc ça sort ici le mois prochain. Et donc c'est vraiment un cas d'utilisation avec Loom aussi. Ok, donc il y a encore d'autres choses dans 6.1 qu'on a fait, dont je voudrais brièvement parler, et puis vous donner aussi une petite preview de ce sur quoi on travaille pour 6.2 qui sortira l'année prochaine. Dans le même esprit que REST Client, on a aussi introduit un nouveau service qui s'appelle JDBC Client, qui se base sur JDBC Template, hein, donc vraiment le même combat, avec une API Fluent et une API un peu plus moderne que ce que JDBC Template, qui est aussi vieux en fait que REST Template, si pas plus d'ailleurs, à fournir. Donc voilà, vous pouvez créer un client depuis un template ou une data source et bénéficier de cette nouvelle API, tester, et puis dites-nous s'il y a des choses qu'on doit améliorer. Support de problème detail. Qu'est-ce qui a entendu parler de cet RFC, problème detail? Ok, très peu de personnes, d'accord. Donc, ce RFC, en fait, il adresse la problématique de fournir un détail d'exception pour une interface HTTP. Donc, ça n'a évidemment rien à voir avec Java. L'idée, c'est de définir un standard avec une structure et une sémantique des différents champs et finalement de pouvoir se baser sur cette spécification pour construire des outils qui vont parser le message d'erreur, etc. Vous savez que Spring Boot a déjà ce genre de JSON, même si ce n'est pas le même. Donc c'était un peu la même idée, sauf qu'il n'y avait pas de standard derrière. L'idée, évidemment, c'est, une fois qu'on a vu ce standard émerger
et une série de librairies l'implémenter, ben, on s'est dit qu'il était temps aussi pour nous de l'implémenter. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet RFC? Type qui est très très important, qui va vous donner en fait un lien vers plus de détails sur l'exception. Donc ça vous permet en fait de documenter votre exception. Titre, statut et instance, bah, il n'y a pas besoin de vraiment donner beaucoup plus de détails, hein, c'est le statut HTTP. Mais quelque chose qui est peut-être plus intéressant, c'est entre titre et détail. Titre est quelque chose de statique, donc qui est une description de l'erreur qui ne va pas changer en fonction des paramètres, et détail va avoir une cardinalité potentiellement plus grande puisque vous allez fournir des informations contextuelles. Le RFC vous permet aussi d'ajouter des propriétés custom. Donc voilà, si ça vous intéresse de tester ça, il y a encore une propriété dans Spring Boot à activer. Dans la démo ici, c'est activé et il y a un exemple de problème detail. Je vais partager le lien vers le projet GitHub après, donc si vous voulez voir comment ça fonctionne, il suffit d'aller jouer un peu avec le projet. Java Interface Clients. Alors l'idée ici, c'est d'avoir à définir un client qui va effectuer une opération sur un service distant et d'avoir vraiment quelque chose de très rébarbatif du style injecter le web client, webclient.get avec l'URL. Et finalement, c'est du code qui n'est pas très très intéressant, qui n'a pas vraiment beaucoup de valeur. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on pourrait remplacer ça par quelque chose de plus déclaratif. Quelque chose qui est connu aussi dans le mode Spring Cloud pour ceux qui utilisent Feign ou d'autres, où il y a moyen de déclarer une interface avec des annotations et ça crée un client derrière. Et problématique de load balancing, de circuit failure et toutes ces choses-là qui sont aussi liées à l'aspect déclaratif. Donc, dans Spring Framework 6, il y a une nouvelle initiative pour définir justement ces contrats en collaboration avec l'équipe Spring Cloud. Donc, l'équipe Spring Cloud offre des stratégies supplémentaires. Et pour le moment, on implémente HTTP et AirSocket. Je pense qu'il y a une implémentation pour GraphQL qui est quelque part dans les cartons, mais qui n'est pas encore disponible. Et donc, comme vous le voyez ici, on a un GetExchange vers un projet avec un paramètre et puis notre paramètre en entrée qui map sur l'URL. Vous passez ça à une factory et ça vous retourne une instance qui effectivement appelle le service en question. Qu'est-ce qui a déjà entendu parler du Project Crack, le bien nommé? Project Crack, très peu de personnes, intéressant. Donc Checkpoint Restore, en quoi est-ce que ça consiste? Ça consiste à aussi offrir une possibilité du scale to zero, donc de vraiment démarrer une application plus rapidement avec des contraintes différentes. Donc ça va un peu sur les plates-bandes de native, mais en restant sur la JVM en fait. Donc ça consiste en quoi? Vous démarrez votre application à un certain état. Vous prenez un snapshot, c'est-à-dire vous prenez l'état de l'application telle qu'elle tourne. Donc ça sauve un snapshot de l'état de votre application sur disque. Puis après, vous avez cette notion de restore, où sur une autre machine ou plus tard, vous utilisez le snapshot pour redémarrer l'application. Et donc l'application démarre très très vite. Pourquoi? Parce que le JIT, toutes les optimisations du JIT ont été sauvées, l'état des classes a été sauvé. Donc c'est vraiment un move to memory, quoi, si on devait vraiment l'expliquer de manière très simple. Spring Framework 6.1 a un support pour ça. Donc, en quoi est-ce que ça consiste? Vraiment, la partie clé, c'est lorsque vous avez démarré votre application, de dire on va prendre un snapshot, pardon. Et donc, il faut mettre l'état de l'application dans un état où le snapshot peut être pris. C'est assez contraignant. Donc, par exemple, si vous avez un network socket qui est ouvert, ben, ça ne marche pas. Si vous avez un file handle qui est ouvert, ça ne marche pas. Donc si vous êtes en train de loguer et que vous avez un handle sur un fichier qui est ouvert, ça ne marche pas. Donc vraiment, l'idée, c'est vraiment d'avoir l'application, en gros, non connectée. Son état est là, mais elle n'accepte pas de requête en entrée. En gros, c'est un peu ça l'idée. Et le cycle de vie de l'application context a été revu en profondeur dans 6.1 pour permettre ce genre de choses. Et donc voilà, si vous voulez expérimenter avec ça, il y a un blog post notamment si vous allez sur spring.io.blog, spring.io/blog, pardon.
Il y a un post de Sébastien Deleuze de hier ou d'avant-hier qui couvre vraiment les détails, performance en détail. Alors on ne s'arrête pas là, puisqu'on est vraiment sur la fin. Là, on est en train de revoir la doc et les derniers petits soucis critiques qui ont été remontés dans 6.1. 6.1 va passer bientôt en mode bug fix et retour de la communauté. Donc j'imagine que décembre, janvier, on va être bien occupé avec vos retours. Mais l'idée, c'est de prévoir la suite, 6.2. Et un des thèmes majeurs qu'on veut explorer, c'est AOT on the JVM. Donc, réutiliser ce principe d'AOT et d'optimisation, mais pour les cas d'utilisation JVM, pas pour aller vers une image native. Et notamment pour ça, on travaille avec l'équipe plateforme Java Oracle, de chez Oracle, sur Layden. Layden, qui est une autre initiative qui permet d'optimiser une série de choses au build de manière plus modulaire que ce que GraalVM fait, c'est-à-dire de prendre vraiment des morceaux de features qui peuvent être optimisés, les optimiser sans perdre de fonctionnalité. Et Spring AOT est un bon candidat pour ça. Donc on est en train de voir quelle synergie ça pourrait avoir et l'impact que ça pourrait avoir en termes de temps de démarrage. Il y a Jakarta II 11 aussi. Voilà, on est en train de monitorer JPA 3.2. On est en train de voir comment est-ce que tout ça, ça va se réaliser, et si ça va se réaliser en juillet ou pas. Et donc en fonction, on adaptera. Il y a aussi une idée qu'apparemment il passerait sur Java 21, donc on ne sait pas très bien ce qu'on va faire avec ça, puisque notre politique à nous, c'est de garder le système requirement pour toute la génération. Donc 6.0, c'était 17, Jakarta I 9. Donc l'idée, c'est d'essayer de garder ça pour l'entièreté de génération, pour ne pas vous obliger à faire une upgrade à moitié de cycle. Voilà, je pense que c'est tout. Il me reste 3 minutes et 24 secondes. Merci pour votre attention.